Espagnol jusqu'à la province de Basse-Navarre et plus particulièrement le désert des Bardenas. Sur notre route, nous ferons plusieurs arrêts. Roncevaux, lieu mythique et passage incontournable pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous contournerons la ville de Pampelune, et Olite, cité médiévale, et enfin Arguedas, notre lieu d'hébergement. Roncevaux, c'est bien ici qu'est mort Roland le Preux, neveu de Charlemagne. Tous les pèlerins venant de Saint-Jean-Pied-de-Port passent à cette chapelle marquant le col de Roncevaux. La présence d'un monastère en 1132 garantissait une halte sûre pour les pèlerins souvent victimes de la neige et des loups. Saint-Augustin en avait fait un hôpital. La collégiale fut construite en 1219 de style gothique. Elle est dédiée à la Vierge des Douleurs aux larmes de diamant. La chapelle Saint-Esprit servait d'ossuaire pour les pèlerins qui décédaient à l'hôpital. Elle fut construite avec une crypte sur ordre de Charlemagne à l'endroit précis où Roland fut tué, afin d'y recueillir ses restes et ceux des 12 paladins français morts à la bataille en 778. L'hébergement pour les pèlerins s'est modernisé et reçoit chaque jour de nombreux marcheurs. Après un arrêt pique-nique, nous poursuivons notre route. Nous contournons Pampelune, enfin presque tous, et direction Olite, point de rassemblement pour visiter la cité médiévale. À l'époque de Carlos III, XVIIIe siècle, Olite fut le siège de la cour navarraise. Le château royal constitue le monument le plus remarquable. Il est de style gothique français et se dresse avec l'élégance des plus beaux châteaux français de l'époque. La localité a conservé son tracé de ruelles médiévales, jalonné de grandes bâtisses et de palais Renaissance et baroque. Les bâtiments construits par la reine Doña Léonore ont brûlé en 1813 pour éviter que les troupes napoléoniennes ne s'y réfugient. Il n'y eut pas de restauration. Et aujourd'hui, c'est à peine si on les remarque, car l'église Santa Maria attire tous les regards. Un cloître gothique dit exempt fut rajouté au XVe siècle et encadre le parvis de l'église. Derrière les arcades, l'église a une façade richement décorée d'inspiration cistercienne. Le grand portail avec la statue de la Vierge à l'Enfant est encadré par les apôtres sous un dais de pierre. Il fait très chaud et il est temps de se rafraîchir avant de rejoindre notre gîte sur le site des Bardenas. Après repérage des lieux, nous marquons notre arrivée, comme il se doit, en trinquant à la Navarre et aux Bardenas. Les Bardenas se situent sur les territoires d'Aragon et de la Navarre. C'est cette partie que nous visiterons pendant ces quelques jours. Tout d'abord, la Bardena Blanca dans son ensemble, considérée comme la plus pittoresque. Ensuite, le monastère de Oliva à Carcastillo et retour par la plaine del Plano. Nous ferons aussi une rando sportive au sud du désert des Bardenas sur la Plana de la Negra et enfin visite des villes d'Alfaro et de Tudela.
En arrivant sur le site des Bardenas, on a l'étrange impression d'avoir changé de continent. À perte de vue, de grands espaces troublants de beauté pour qui sait prendre le temps de regarder et de les contempler. Nous sommes ici sur la fin des Pyrénées qui peu à peu ont laissé place à des terres arides et très inhospitalières. Très vite, en traversant ce désert, vous aurez le sentiment d'y avoir vu un petit bout du Colorado, voire quelques images africaines. L'étonnement ici est permanent, la curiosité assurée. Le désert des Bardenas est le deuxième d'Europe après celui de Tabernas en Andalousie. Il occupe une superficie de 42 500 hectares. La partie centrale du site est interdite car elle est réservée en tant que zone militaire. La diversité des paysages est surprenante. Des collines tabulaires, des cheminées de fées majestueuses donnent au site un air de monument de vallée. Les ravins y sont profonds, car les pluies, bien que rares, ont vite fait de creuser le sol constitué en grande partie d'argile. Il est donc totalement interdit de s'y promener en dehors des zones balisées. Quelques étangs égarés, cependant, témoignent de l'imperméabilité des sols et sont de véritables oasis qui révèlent une faune et une flore insoupçonnées. Dans cette zone aride, avec parfois des allures de steppe, quelques bergers sillonnent avec leurs troupeaux à la recherche d'herbes rares. Nous en rencontrerons plus tard. Il subsiste encore des cabanes de bergers, un peu partout sur le site, comme celle-ci. Comme tous les touristes, nous poserons devant cette fée géante, en souvenir de notre passage. Sur la route de Carcastillo se dresse le monastère de la Oliva. C'est un bel édifice du XIIe siècle, édifié par les moines de Cîteaux. On y entre sur une cour carrée, symbole de la Jérusalem céleste, et une cour latérale est au centre des anciens bâtiments tels que réfectoire, cuisine et autres, en état futur de restauration. Elle s'ouvre sur le cloître gothique avec son sol pavé de galets représentant tour à tour des fleurs de lys ou bien les armes de Navarre. De la cour carrée, on accède à l'église cistercienne, très austère. Dernière vue de la Oliva avec sa maquette, et nous revenons vers l'altiplana des Bardenas marqué à l'entrée par la statue géante du berger. On y retrouve de petits étangs avec cette fois-ci des grenouilles. Alors que le temps se couvre, les moutons suivent paisiblement leur berger, en quête d'un abri, et sont harcelés par des milliers d'hirondelles attirées par les moucherons. Le mauvais temps n'aura été que de courte durée. Nous partons donc dans la partie sud des Bardenas, la Plana de la Negra. Le paysage de prime abord y est totalement différent. Notre intention, c'est de gravir jusqu'au sommet d'El Frel. Mais y arriverons-nous?
L'équipe est fin prête pour cette rando, mais l'orage d'hier soir a laissé des traces et il faut être prudent. L'argile est très glissante. Par endroits, le chemin est coupé par un ravin, fantaisie de la nature. À tout moment, nous apercevons la silhouette d'El Frailer qui se détache sur le ciel. En réalité, il n'existe pas de chemin réel, sinon celui emprunté par les troupeaux. De là-haut, le panorama est saisissant et très différent de celui que nous avions sur la Bardena Blanca. Au-dessus d'El Frailer, les vautours tournoient, portés par des courants d'air chaud. Nous n'atteindrons pas notre objectif, bien que près du but, fatigués, car malgré tout la montée fut raide et avons perdu quelques éléments de notre troupeau, les braves coqs. Il nous faut redescendre avec prudence, car on nous attend là-bas, près des voitures. Plus au nord, sur notre route, l'ermita de Notre-Dame del Yugo domine la Bardena Blanca. C'est une région aride, avec des zones isolées de culture, mais surtout réservées, là aussi, à d'immenses troupeaux. Les chemins sont peu praticables après les dernières pluies, mais nous passons quand même. À proximité du lac Ferial se cache un site de grotte naturelle, la Cueva Marine, creusée par l'érosion et qui servirent d'habitat troglodytique. Nous traversons les forêts d'éoliennes et nous nous dirigeons vers Alfaro en espérant y trouver les cigognes. Trop tard. Elles sont parties depuis une semaine et ne seront de retour qu'au printemps prochain. Seuls subsistent les innombrables nids qui coiffent une bonne partie de l'église et des environs. C'est à l'office de tourisme qu'une vidéo nous retracera la vie des cigognes dans la région d'Alfaro. L'église est une curiosité avec son style baroque flamboyant. Non loin de là, la magnifique ville de Tudela se livre à notre curiosité. Il faut se laisser flâner dans cette cité médiévale, au style varié et cependant enchanteur. Des restes du Paléolithique attestent de son ancienneté. Les Romains y fondèrent une communauté active avant que ne s'installe vers l'an 750 la civilisation musulmane. Elle devint la résidence de Moussa ibn Moussa, demi-frère du roi basque Eneko Arista, fondant ainsi une seule et même province. La ville se dote alors d'une grande mosquée qui sera transformée en collégiale Santa Maria la Blanca au XIIe siècle. Ce n'est qu'en 1783 qu'elle sera déclarée cathédrale.
l'art gothique y est largement présent. Les chapelles baroques sont du XVIIIe siècle et tous les styles s'y mélangent, y compris le flamand. Le musée, accolé à la cathédrale, recèle des joyaux, dont un jugement dernier attribué sans certitude à Bosco et serait du XVIe siècle. Retour à Arguedas pour découvrir le panorama du haut du village et avoir un aperçu sur une des fermes solaires et forêts d'éoliennes. Dernier regard sur le village au coucher du soleil. Notre séjour se termine, que déjà nous pensons à celui de l'an prochain.